Bonsoir, bonsoir. Bienvenue du coup pour ce premier meet-up dans nos super nouveaux locaux qui sont encore en travaux. Du coup, c'est la reprise des meet-up sur Paris. La semaine dernière, on était à Nantes et donc du coup, en fait, vous êtes invités ce soir parce qu'on est en plein temps fort dédié au cloud native. Et donc ce soir, on va avoir deux talks, dont le premier avec Pablo qui va nous présenter Argo Event et le second sera avec Jean-Pascal qui va nous présenter l'observabilité. Et derrière, vous serez invité à un super buffet pizza, bière et compagnie pour faire connaissance et discuter autour des talks que vous aurez vus. Voilà, je laisse la main à Pablo. Et bonne soirée. Bienvenue, ça fait plaisir de vous voir nombreux. On va parler d'Argo Events. Je m'appelle Pablo, je suis CTO chez Whiskel. CTO chez Whiskel, ça couvre pas mal de choses, donner des formations, faire du conseil, faire l'architecte, développer des bouts de code, faire des présentations comme ce soir. Et donc Whiskel, c'est une société qui est dédiée aux pratiques cloud natives, comme son nom l'indique. On commence, on rentre dans le vif du sujet. Vous allez voir, il y a 3 slides et après on va pouvoir passer direct sur du code. J'ai pris cette copie d'écran d'une conférence que Aurélien Maury, qui est le monsieur en photo en bas et qui est mon co-CTO maintenant, a donné en 2013. Et en 2013, il présentait cette architecture donc pour Karen Boat Media. Karen Boat Media, c'est un groupe qui fait des petites annonces comme la centrale, du particulier, ce genre de choses, et qui expliquait qu'il avait complètement migré son architecture sur AWS. Et qu'en fait, il utilisait une fonctionnalité qui s'appelait les événements, qui a été renommée maintenant CloudWatch Events, qui permettait à un utilisateur d'uploader les photos de sa voiture. Et puis, il avait tout un tas d'événements qui allaient s'enchaîner de je diminue la taille de l'image, je la stocke dans un nouveau bucket, je la publie sur telle page HTML, je la publie sur tel truc pour les mobiles et ainsi de suite. Et moi, ça a révolutionné ma façon de voir un peu les microservices en se disant, en fait, on peut déclencher tout un tas d'événements de manière assez simple et puis chaîner des choses sans que ce soit explicite dans le code, ce qui permettait d'avoir une super indépendance au niveau de ces services. Et puis, jusqu'à il n'y a pas longtemps, ça, c'était réservé à ceux qui faisaient de l'Amazon, puis ceux qui ont fait du GCP, puis ceux qui ont fait de l'Azure. Mais pour ceux qui étaient un peu on-prem ou full open source, c'était compliqué. Il fallait gérer soi-même sa propre file de messages, soi-même ses propres événements, interroger les API de tout le monde. Donc, à un moment, on se disait, c'est seulement pour le cloud public, trop dur. Et heureusement, non, bien sûr, puisque l'open source n'est jamais très très loin derrière. Au sein de la CNCF, donc la Cloud Native Foundation, il y a un projet en particulier qui a commencé par du Continuous Deployment, par Argo CD, qui est le plus connu des 4 projets de la galaxie Argo. Donc la galaxie Argo, c'est Argo CD, Argo Workflow pour gérer des workflows, Argo Events et, il m'en manque un forcément, Argo Rollout pour faire du Blue-Green. Les 4 projets sont indépendants, néanmoins, ils sont super bien intégrés les uns aux autres, ce qui permet d'avoir quelque chose d'assez costaud quand on veut faire du GitOps, mais on peut faire d'autres choses que du GitOps avec Argo Events. Argo Events, comment ça marche? En fait, on a une partie en haut là où on va capter un certain nombre d'événements qui se passent au sein du cluster où Argo Events est déployé ou pas. On va avoir une couche qui intercepte ces événements, donc les senseurs, et puis on va avoir une couche qui déclenche des actions, les triggers. Le framework est open source, il est extensible, et on a déjà un grand nombre de sources, on le verra, que j'ai essayé d'organiser pour ne pas avoir une liste énorme. Je vous montrerai la liste énorme plus tard. Mais en gros, on va pouvoir se brancher sur des fils de messages, on va pouvoir se brancher sur des systèmes de fichiers, on va se brancher de manière assez naturelle sur tous les sources contrôle type Git, puisque Argo Events a été inventé pour supporter Argo CD, Argo Workflow et ainsi de suite. Donc naturellement, c'est la première source d'événements. Et puis, on va pouvoir étendre encore la chose avec des hooks, que ce soit des webhooks ou directement des hooks qui vont se brancher sur le cluster Kubernetes et écouter les événements de création d'objets, de ce genre de choses. La couche de senseur, on va pouvoir lui mettre des conditions et des filtres. Tous les événements déclenchés par la couche du haut
ne sont pas traités. On va pouvoir faire du routage un peu intelligent, on verra ça un peu plus tard. Et puis pareil, je vais pouvoir déclencher un certain nombre d'actions qui sont donc les triggers. Je peux réémettre des messages, je peux appeler des calls HTTP, je peux déclencher des fonctions serverless et je peux même créer des objets cubes, donc faire tourner mes propres conteneurs en réaction à quelque chose qui se serait passé ailleurs. Comment ça se présente tout ça, un peu sous le capot? En fait, quand j'installe mon Argo Events, il va me créer des CRD, donc des Custom Resources pour mon cluster, qui vont me permettre de manipuler des event sources, des sensors et des triggers. Donc, en tant que développeur, la seule chose que je vais voir quand je manipule Argo Events, c'est ces trois types d'objets. Et c'est ce qu'on va voir dans la démonstration. Par contre, au moment de l'installation, on a deux autres groupes d'objets très importants. Le premier, c'est des contrôleurs pour tout ça en fait. Chaque fois que vous allez créer une ressource de type event source, elle va s'enregistrer dans un contrôleur qui va faire en sorte qu'il va prendre en compte les différents objets. Les senseurs, c'est la même chose. Et la glue entre ces deux morceaux va être faite par un event bus contrôleur. Et donc le dernier objet qu'on va installer, c'est un event bus. Par défaut, Argo Events vient avec NATS. NATS, c'est un autre projet open source de la CNCF. Le projet Argo Events est suffisamment flexible pour que vous puissiez brancher votre Kafka si vous avez envie de brancher du Kafka, votre SQS si vous avez envie de brancher du SQS, et ainsi de suite. Par défaut, c'est du NATS. Les événements sont captés par les event sources, circulent dans le bus, sont transmis aux sensors. Les sensors déclenchent des actions et derrière, on ne sait pas ce qui se passe, mais vous pouvez appeler à peu près tout ce que vous voulez. Ça, c'est la liste des événements au moment où je l'ai prise. Donc, vous voyez qu'il y a à peu près, je crois, tous les types de bus imaginables. J'en ai même découvert. Je n'étais pas complètement au courant que Pulsar existait. Donc, voilà, j'ai découvert un nouveau projet Apache. Il y a à peu près tous les Gits possibles. Et si vous ne trouvez pas votre bonheur, vous pouvez créer votre propre événement. L'API est relativement simple. Les triggers, à l'autre bout, forcément, on peut déclencher des événements workflow. Donc, on peut déclencher des événements Argo Workflow qui peuvent redéclencher eux-mêmes des événements. Bref, on peut faire des chaînes assez complexes. On va avoir tout ce qui est serverless, on va avoir tout ce qui est message. On est sur quelque chose de relativement flexible et relativement complet. C'est le moment de passer à la démo en espérant que ça marche. Alors, pendant que vous ne regardiez pas, j'ai lancé ça. Donc, je me suis basé sur Katacoda. Katacoda, c'est une plateforme live d'O'Reilly pour le learning. Ce qui veut dire que cette démo, vous pouvez la retrouver, vous pouvez l'exécuter vous-même de manière gratuite. Il vous crée toutes les ressources et ainsi de suite. Donc, vous avez juste à le lancer. Et ça devrait marcher tout seul. Et moi, ça me permet de parler tout en copiant-collant des choses. Je vais passer en présentation mode, comme ça vous voyez peut-être un peu mieux. Pendant que ça se lançait, donc il y a un cluster qui s'est créé, un cluster mononœud. J'ai installé Nginx Ingress, vous verrez pourquoi, et j'ai installé Argo Server, qui n'est pas nécessaire, mais qui donne une interface graphique sympa quand on fait une démo. J'aurais pu faire tout à la ligne de commande. Là, j'ai mis l'interface graphique pour être plus visuel. J'ai créé mon propre namespace qui s'appelle Argo Events. Quand je déploie Argo, je peux le créer cluster-wide, donc que tout le monde puisse en profiter, ou namespace par namespace. Donc j'ai tout un tas de choses qui vont se passer. Là, j'ai décidé de le créer cluster-wide parce que c'était plus parlant, mais ce n'est pas beaucoup plus compliqué. Là aussi, pour des besoins de démo, je vais directement faire du kubeapply du manifeste de base. Donc, pareil, vous pouvez le personnaliser avec Helm, avec Customize. Installez pas celui-là en prod, il est un peu bancal, mais ça fait ce dont on a besoin. On va voir si le réseau tient
tient la charge, sinon j'ai une vidéo. Voilà. Non, c'est bon. Donc en fait, quand j'applique mon manifeste, j'ai bien mes 3 Custom Resource Definition ici. Donc j'ai l'event bus, l'event source, les senseurs. J'ai un service account qui me permet de gérer un peu de sécurité. Là, on est à un niveau tellement basique qu'on ne gère rien du tout, mais ce n'est pas grave. J'ai un certain nombre d'autorisations que je peux personnaliser. Et puis donc j'ai mes 3 contrôleurs qui se déploient. Pour l'instant, je n'ai toujours pas d'event bus. Pourquoi? Parce qu'ils ont choisi, côté Argo, de séparer les 2 installations pour que ce soit plus portable. Donc là, je vais lui demander d'installer l'event bus. Je vais demander d'installer l'event bus par défaut qui est natif. Et quand je regarde ce qui se passe, j'ai normalement... si je fais pas comme ça ne marche pas. Voilà, donc j'ai bien mes 3 contrôleurs qui sont créés, qui sont en train de tourner. Et j'ai fait un truc stupide, mais c'est pas grave. C'est que donc mon event bus, c'est Nats. Quand il est en version streaming, il l'appelle Stan. Donc Nats, c'est Stan à l'envers. Et j'ai 3 pods par défaut qui sont sur le même nœud. Donc ça sert absolument à rien d'un point de vue résilience, mais ça fait le job pour la démo. Et donc j'ai installé, comme j'ai dit, l'interface graphique. L'interface graphique, elle est ici. Si elle veut bien. Elle veut pas. Elle veut bien. Super. Elle est protégée par un token que je copie-colle comme un gros goret. Donc c'est l'interface graphique qui sert à tous les projets Argo, donc vous avez les workflows et ainsi de suite. Nous, ce qui nous intéresse, c'est les events, et c'est les events qui vont se passer dans le namespace Argo Events. Et avec ça, on est prêt à partir. Donc on va créer notre premier event. Notre premier event, j'ai essayé de prendre le plus facile, le plus portable. Je vais créer un webhook. Donc en gros, je vais exposer un webhook sur mon cluster qui va me permettre de générer des événements. C'est une spécification qui est hyper simple. Il a un nom, ici il s'appelle Notify Me, il a un port et il a un endpoint. Jusqu'ici, super simple. Je l'applique et dans mon interface graphique, je vois bien mon petit webhook Notify Me ici qui passe en bleu, qui veut dire qu'il est prêt. Alors ça ne veut pas forcément dire qu'il est prêt, mais bon, c'est pas grave. Au niveau des objets qui sont créés, je vais donc me retrouver avec des event sources. Donc, vous vous rappelez, c'est des CRD qui ont été créés. Donc maintenant, je peux requêter via kubectl mon cluster pour voir les event sources. Donc j'ai bien un webhook. Comme c'est un webhook de type HTTP, bah, j'ai bien un service associé et j'ai bien le pod qui tourne derrière qui s'appelle webhook. Donc j'ai bien toutes les composantes qui font que mon webhook fonctionne. Maintenant, je ne peux pas l'exposer sur Internet. Moi, ce que j'ai envie de faire, c'est de l'exposer. Donc, c'est pour ça que j'ai installé Nginx Ingress. Je fais un ingress tout bête. J'expose le service webhook sur le même port, sur le port 80, de manière assez simple. Et j'ai créé mon ingress. Donc, à partir de maintenant, je peux envoyer des événements à mon webhook. Donc, j'ai un petit wait until qu'il soit prêt. Ça ne devrait pas durer trop longtemps. Mais en gros, ici, j'ai bien une commande curl pour lui envoyer un message qui est mon premier message sur ma propre IP, parce que je m'appelle control plane, et sur le pass Notify Me. Est-ce qu'il va vouloir me le faire un jour? Ça, c'est un autre débat. Je continue et on verra juste après ce qui se passe. Dans l'interface graphique, vous pouvez aller cliquer sur votre webhook. Vous avez tous les événements qui se passent et les logs. Et j'aimerais bien qu'il me l'envoie, mais dans le doute, on va passer. C'est pas grave. Voilà, mon ingress vient d'arriver. Hop, je suis en succès. Et si je regarde dans mes logs, ici, j'ai bien reçu un événement sur Notify Me. Le type de l'événement, c'est webhook, et il a publié un événement. Et pour l'instant, en fait, il ne s'est rien passé. Il ne s'est rien passé, pourquoi? Parce qu'en fait, cet événement, il a été mis dans le bus, mais il n'y a personne pour l'attraper. Donc, il manque un censeur.
Ça tombe bien, j'en ai fait un. Mon sensor, il est ici. Il va avoir une dépendance. La dépendance, c'est mon événement. Donc, mon événement, il s'appelle Webhook. Parmi cet événement, je pourrais avoir différentes typologies d'appels. Ici, c'est l'événement qui s'appelle Notify Me. Donc, je vais récupérer ça dans mon senseur. Donc, chaque fois que ça circulera dans le bus, je vais déclencher le ou les triggers qui sont derrière. Le ou les triggers qui sont derrière, ici, j'ai un template K8S. Donc, ça veut dire que ce que je veux faire, c'est créer un objet K8S. Donc, ici, je vais créer un pod. Ceux qui connaissent un peu Cube vont retrouver une spécification de pod hyper simple. Moi, j'ai pris le pod le plus simple que je pouvais trouver. Je vais demander une Alpine. Je vais lui passer la commande echo et je vais lui demander de me fournir le message qu'il a reçu. Donc, c'est relativement simple. La petite ruse, c'est que je peux passer des paramètres à ce pod. Et ces paramètres, ils peuvent dépendre de l'événement que j'ai au-dessus. Donc ici, mon événement, il s'appelle Echo Payload. Je vais récupérer le body. Et le body, je vais le fournir à la spec de mon conteneur 0, donc du premier conteneur de ma spec, en argument 1. Donc ici, à la place de ces deux crochets, quoi. Donc il va me faire un écho de « j'ai reçu un nouveau message » /n le body, si tout va bien. Tac. Alors graphiquement, ça se complète. J'ai bien un senseur, j'ai bien un objet K8S qui est créé derrière. Et si je renvoie mon événement, voilà, j'ai la petite animation qui me dit que oui, je suis passé de là à là et de là à là. Super. Quand je regarde les pods qui ont été créés, j'ai bien un pod qui s'appelle Echo Payload, qui a été préfixé par le préfixe que j'avais donné, qui a déjà tourné, donc qui est en completed. Donc je vais pouvoir aller regarder ces logs. Et dans ces logs, j'ai reçu un nouveau message, mon premier message. On a fait notre premier événement et notre première chaîne Argo Events. Pour vous donner un peu plus de saveur, on peut faire un événement de type PubSub. Donc je vais installer un Redis de manière hyper simple, là aussi, c'est-à-dire que j'ai mis un pod master dans mon cluster, donc ne faites jamais ça, mais c'est pas grave. Et mon événement Redis, il n'est pas beaucoup plus compliqué. Je vais récupérer l'adresse de mon Redis. Là, on voit que j'ai utilisé son URL interne. Je pourrais très bien utiliser une URL externe. Il n'y a rien qui m'empêche d'aller chercher des événements sur un autre Redis. On utilise Redis PubSub, on n'utilise pas la base de données. Et donc, il va écouter un channel, Notify. Donc, en fait, la commande Redis, c'est publish et subscribe. Donc, je publie mon événement. Tout va bien, je le vois apparaître avec une magnifique icône différente. Je vais vous faire la version Slack. Est-ce que j'ai la version Slack? Ouais. Non, je vais faire la version Echo Payload. Bon. Si j'avais un Slack, bon, je vais le faire en Slack. Je vais le faire en Slack. Allez. Donc, vous n'aurez pas vu mon secret, c'est pas grave. C'est pas à la télé, tout va bien. Hop. Vous avez vu mon secret? Non. Hop. Donc j'ai créé un secret Slack avec mon token pour qu'il puisse publier dans Slack. Ouf. Ah mais j'ai fermé Slack, bon c'est pas grave. J'ai fermé Slack pour pas être embêté, mais juste pour vous montrer. Donc je peux bien avoir un type d'événement Slack, il m'enverra ça sur un publish, je vous laisserai essayer. Nous ce qu'on va faire, c'est la version payload, comme ça ce sera plus simple. Tac, voilà. Et donc j'ai la même chose, je refais ici, vous voyez, j'ai exécuté directement sur mon pod Redis. Donc j'ai été récupérer mon pod Redis par son nom et je lui ai demandé d'exécuter Redis CLI, donc la command line interface, pour publier dans le sujet Notify un petit test de Julien. Donc en principe, si je récupère mes logs, j'ai reçu un message dans Redis de test de Julien. Donc j'ai un autre Echo Payload qui répond à un autre événement. On se fait un petit troisième événement pour vous montrer la chose. Pendant que vous ne regardiez pas aussi, on a installé Minio. Minio, c'est quoi? C'est un gestionnaire S3, donc de bucket. Pour les besoins de la démo, je fais juste un port forward et je crée ma CLI ici. Donc j'ai une CLI qui s'appelle MC, qui me permet de manipuler. C'est à peu près la même chose que la CLI S3 d'Amazon.
Je vais créer un événement Migno, même genre de choses. Je lui spécifie un bucket en entrée, je lui spécifie où est-ce que l'API HTTP de Migno ou de S3 se trouve. Les événements que je vais filtrer juste sur une création ou sur une délétion d'objets, pas forcément sur la création d'un bucket, mais je pourrais. Le insecure égale true, c'est parce que je ne me suis pas embêté à mettre un HTTPS sur mon Migno. J'ai un secret qui me permet d'avoir une access key et un secret key, qui sont celui par défaut de Migno, donc là aussi pas de problème. Je crée mon nouvel événement. Pourquoi il ne veut pas? Parce que j'ai oublié de faire ça. Voilà. Donc j'ai mon magnifique bucket ici qui apparaît, et puis je vais faire la même chose que d'habitude. Je vais prendre mon événement ici en dépendance. En trigger, je vais lui faire un echo payload. On fera des trucs un peu plus intelligents juste après. Et puis, dans les dependencies, je vais récupérer ma notification de S3. Alors, et puis, je vais la passer à mon conteneur. Et on va voir que ma chaîne se complète. Je vais créer un fichier bidon qui s'appelle start.txt. Et je vais l'uploader avec l'interface, avec la commande. Donc, je fais un MC. Je copie mon start.txt en local sur mon cluster Migno dans le bucket input. Et quand je regarde ce qui se passe au niveau de l'écho, j'ai oublié de faire mon ménage tout à l'heure, donc ça c'est le message Redis, mais j'ai bien quelque chose que ceux qui manipulent du Amazon et ce genre de blague du lambda dans Amazon, on a bien le S3, le nom du bucket, l'ARN carrément de l'input, et là on regarde bien que Migno, ils sont pas trop embêtés, ils ont pris une ARN AWS. Le nom du fichier, ses métadonnées, bref, j'ai tout ce qu'il me faut pour pouvoir le télécharger, le manipuler, le remettre ailleurs et ainsi de suite. Donc je vous ai montré, et quand je regarde dans mon bucket, j'ai bien un start.txt qui est là, tout va bien, je ne vous ai pas floué. Je fais un peu de ménage, et on va essayer de faire une application un peu plus intelligente. Alors j'ai appelé ça une architecture complexe, on va se calmer, c'est pas méga complexe. L'idée, c'est plutôt de se dire, voilà, comment, avec ces briques élémentaires de base, je vais commencer à jouer au Lego et faire une application. L'idée, c'est que on va imaginer qu'on ouvre un hook HTTP pour que des utilisateurs puissent télécharger des images et qu'on analyse le contenu avec de l'OCR et qu'on produise une réaction suite à ça. Pour ça, je me suis basé sur les 5 émotions du film Vice Versa. Pourquoi? Parce que déjà c'est sympa visuellement et j'ai trouvé un bon use case pour pouvoir reconnaître l'OCR et ainsi de suite. Donc première étape, j'ouvre mon webhook. Ici rien de super rusé, c'est le même exactement que celui qu'on a fait à la première étape. Plus simple, on ne peut pas. Il apparaît, je l'expose via un ingress, là encore pareil pour que ce soit plus simple. Derrière, ce que je vais vouloir faire, on pourrait imaginer que ce webhook va passer la main, par exemple, à un antivirus. Vérifier que l'URL que je télécharge, ce n'est pas un virus, ce n'est pas un troyen, c'est bien une image. Moi, j'ai fait plus simple. J'ai fait un Dockerfile tout bête, qui est ici. C'est une Alpine. Je rajoute la ligne de commande Migno, Migno Client, la MC. Et puis derrière, j'ai un run.sh d'une complexité folle qui configure Migno et qui télécharge le fichier qu'on lui passe en input. On peut imaginer que mon conteneur il fait des trucs beaucoup plus rusés. Ce conteneur, là aussi pour des besoins de démo, j'ai été l'héberger directement sur mon registry Scaleway. Vous pouvez le mettre où vous voulez, c'est du conteneur à partir du moment où il est public ou à partir du moment où vous avez mis le bon secret. Argo Events, il s'appuie sur Cube, donc Cube est capable de télécharger n'importe quoi. Là, le sensor, c'est exactement la même chose. Je vais créer un pod. Donc quand j'appelle ce webhook, je vais créer un pod URL downloader. Ce pod va télécharger le fichier et le stocker dans Migno. Touc. Donc j'applique. Je vois toujours ma petite chaîne qui se construit au fur et à mesure. L'interface graphique n'est pas encore capable de chaîner les événements. Donc à chaque fois que vous avez une chaîne, il n'est pas capable de détecter que
Mais pour ceux qui ont pratiqué X-Ray dans Amazon, c'est un peu pareil, des fois il se paume un peu au milieu. Donc on attend que le senseur soit disponible. Il l'est, c'est cool. Et donc je peux jouer avec mes petites images. On va commencer par Anger, parce que j'aime bien Anger. Donc je fais un bed curl. Pourquoi vous rigolez? Vous me connaissez ou quoi? Donc je fais un bed curl avec l'URL de mon image, qui est celle-ci, et puis j'appelle mon webhook. Donc si tout va bien, j'ai ma petite animation magnifique qui me dit que ça s'est bien passé. Et ça, c'est quand même cool. Et je peux vérifier dans Minio. Voilà, j'ai bien un nouveau fichier dans mon bucket input. J'ai mis volontairement un UID, comme ça je peux télécharger 50 fois la même image, c'est pas le problème. Et donc j'ai généré mon premier événement. Il suffit que maintenant que je plug ce bucket vers la suite de ce que je veux faire. Donc là, c'est pas dur. Je peux créer un nouvel événement qui surveille mon bucket input, et puis on verra ce qu'on en fait après. Mais là, pareil, c'est le même événement. Sur input, je vais regarder tout ce qui est put et tout ce qui est delete. Donc quand mon image va arriver dans le bucket, je peux déclencher autre chose. Qu'est-ce que je vais déclencher? Je vais déclencher mon OCR. Donc mon OCR, c'est pareil. J'ai fait mon petit Dockerfile qui, ce coup-là, c'est du Python. J'utilise OpenCV, Pilo et Tesseract. OpenCV et Pilo, c'est pour modifier l'image, ce qui me permet de la passer en noir et blanc, d'élargir les caractères, de faire un truc pour que mon texte qui est ici soit vraiment le premier et le seul qui voit. Et Tesseract, c'est un logiciel open source qui fait de l'OCR et qui marche plutôt bien. J'ai un bête fichier Python aussi d'analyse avec tout un tas de manipulations. Alors, quand on regarde au début, il faut remonter un petit peu. J'ai CV2, c'est OpenCV, Tesseract, Redis, parce que ce que je vais faire du mot que j'ai trouvé, je vais le publier dans Redis. Minio, parce que je vais avoir besoin de télécharger le fichier. Vous avez vu, quand Argo Events me notifie d'un événement, il ne me donne pas le fichier, il me donne le lien vers le fichier. Donc je suis quand même obligé de m'importer la librairie, de télécharger le fichier et de me débrouiller par moi-même. C'est de l'événement textuel. Et derrière, le petit R tout en bas, c'est Redis. Donc s'il a trouvé quelque chose, il va publier dans Redis, dans le sujet Tesseract, les lignes qu'il a trouvées. J'ai un filtre pour qu'il me publie des trucs de plus de 3 caractères parce que des fois, un bout d'image, il trouve que c'est un R, un L, un T, bref. J'ai fait en sorte que ça marche, quoi. Donc le trigger, on le crée. Là encore, même chose, on va créer un pod. Donc à chaque fois qu'une image va être déposée là-dedans, il va créer un nouveau pod. Donc il y a sûrement des moyens d'optimiser, de le mettre en serveur, bref. Il va directement aller télécharger le conteneur que je vous ai montré sur mon registry. Je lui passe bien sûr les access keys, les secret keys sous forme de secret K8s. Et je lui passe la dépendance pour qu'il sache quel fichier il doit aller télécharger. Boum. Alors, je me suis fait un nouvel onglet juste à côté où en fait, je vais m'abonner à la file Tesseract sur mon cluster Redis. Et j'ai un peu peur, donc je ne suis pas très confiant, donc je vais lui passer l'image FIR. Donc en principe, on passe dans le premier événement, on stocke dans le bucket, on passe dans le deuxième événement, et si tout va bien, il a reconnu que le message c'était bien FIR. Pardon, il va me le repasser, mais je peux vous faire la même avec Disgus, il n'y a pas de tricherie. Hop. C'est pour ça que j'en ai mis plusieurs, parce que sinon je suis sûr que... Voilà, donc je vais repasser 2 fois FIR, je lui passe Disgus, tout va bien. Poum, 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 poum. Donc maintenant, j'ai mon texte qui est parti dans Redis. Donc il suffit de créer une souscription sur Redis. Hop. Donc pareil, j'ai juste changé le channel par rapport à ce que je vous ai montré au début. Je crée mon événement. Et puis, pour que ce soit un peu visuel, j'ai créé un petit serveur en Flask qui me display l'image, qui me display une image.
j'ai une page d'admin. Si je passe un mot à cette page d'admin, il change l'image. Donc j'ai les 5 images en back-end. L'idée, c'est qu'ils puissent l'envoyer directement. Donc là, pareil, un Dockerfile, un déploiement Flask. Donc j'ai un serveur Flask qui tourne dans mon K8s. Donc mon trigger, ici, c'est un trigger HTTP. Donc je vais appeler une URL. Donc je vais appeler une URL qui se situe sur mon cluster, dans mon service Flask, qui est une URL d'admin. Donc je peux très bien imaginer la protéger et faire en sorte qu'il n'y ait que moi qui puisse l'appeler. La dépendance, c'est Redis Tesseract. Je vais récupérer le body. Dans le body, j'ai mis une émotion. Et donc, il va changer le fond d'écran si tout va bien. Et comme ça a l'air de plutôt bien se passer, on va lui envoyer Joy. Alors, il est en train de... Voilà, c'est normal, quoi. Voilà, elle vient de se créer. En fait, c'est la ressource qui n'était pas complètement créée. J'ai bien mon premier truc qui passe, mon deuxième, mon troisième. Et donc, si je vais rafraîchir ma page ici, ouais, we're all winners. Merci. Et j'en ai fini pour la démo. Vous retrouverez donc cette démo en ligne depuis notre blog. Et je repasse à la presse. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? On a fait un truc comme ça, avec un utilisateur qui télécharge une image, qui va avoir 3 événements qui vont s'enchaîner. Donc, un HTTP, un petit coup de bash pour télécharger l'image. Ah, bah tiens, il y a un événement, je vais faire de l'OCR dessus, je publie dans Redis. Ah, il y a un événement dans Redis, je renvoie un truc à Flask et mon utilisateur peut voir ce qui s'est passé. Donc, ok, c'est une application bidon. Pour l'instant, on a un peu pelleté du vent. J'aurais pu directement appeler mon URL d'admin pour changer l'image, ça aurait été vachement plus simple. Maintenant, on peut rêver d'une application un petit peu différente. Imaginons par exemple que je veuille contrôler la vitesse des véhicules en bord de route. Imaginons. Je pourrais faire une architecture comme ça. Alors, je vous fais un petit disclaimer, je ne sais pas quelle est l'architecture derrière ce truc-là. Ce n'est pas ma faute. Donc, imaginons qu'un contrevenant se fait flasher. Imaginons toujours que dans un premier temps, alors je vais zoomer, c'est la même image mais avec des petits zooms, que je vais stocker cette image brute sur le radar en lui-même. C'est probablement ce qui se passe. Et puis, associé à ça, je vais avoir des métadonnées. Quelle était la vitesse, quelle était l'heure, quel fil s'est fait flasher, ce genre de trucs. Si j'ai un Argo Events qui regarde ce qui se passe sur ce bucket-là, ou sur ce file system, si ce n'est pas un bucket, je peux très bien imaginer déclencher 2 événements. Un premier événement en haut qui sera le traitement de l'image. Traitement de l'image, un peu comme ce que j'ai fait. On va la modifier, essayer de faire de la qualité dessus, enlever le bruit, améliorer ce qu'on peut améliorer. On va essayer d'identifier probablement avec un peu d'intelligence artificielle où est-ce que sont les véhicules. Et puis encore avec un peu plus d'intelligence artificielle, isoler les plaques. Donc prendre les plaques, les redresser, faire en sorte qu'elles soient lisibles. Donc je peux très bien imaginer prendre ces images et les dépeser dans un nouveau bucket d'images raffinées. Pour l'instant, rien de choquant. Là encore, je pourrais dire, depuis ce bucket d'images raffinées, je vais faire de l'OCR, donc je vais reconnaître quel est le numéro de la plaque. Je vais aller chercher si je trouve bien cette plaque dans le fichier des immatriculations, est-ce qu'elle existe. Je vais chercher l'adresse du conducteur, et puis on peut même imaginer des trucs un peu plus rusés, de dire, en fait, j'ai un autre logiciel d'intelligence artificielle qui va essayer de me trouver quelle est la marque du véhicule et quelle est sa couleur. Et dans le fichier des cartes grises, j'ai la marque et la couleur. Donc si mon logiciel d'OCR s'est planté, ou si quelqu'un a maquillé sa plaque, si je devais avoir une voiture blanche et que j'ai une voiture noire, il y aura un truc, il y aura peut-être une alerte qui va popper quelque part. En bas, j'ai fait une deuxième file complètement imaginaire aussi. On peut imaginer qu'on a un deuxième conteneur qui va analyser les métadonnées. Donc sur le même événement de stockage d'une photo d'un contrevenant, on stocke la photo et les métadonnées, j'analyse les métadonnées. Je regarde les règles de vitesse applicables sur cette route à ce moment-là. Je regarde les conditions météo. Est-ce qu'il pleuvait? Est-ce que du coup la vitesse était décrémentée de 10 km/h? Je regarde s'il n'y avait pas des travaux. Imaginons tout un tas de choses possibles. J'applique des règles de correction. J'ai droit à 5% de marge parce que je suis à 50 à l'heure. J'ai droit à 10% parce que je suis à 90. Ce genre de choses. À partir de là, je peux très bien utiliser les règles du sensor et des triggers pour dire, en fait, il y a 2 cas. Je suis dans une infraction classique,
J'ai un traitement, je vais émettre un PV, éventuellement retirer des points, ainsi de suite. Ou bien je suis dans un délit. Un délit, c'est beaucoup moins drôle, c'est convocation gendarmerie, ainsi de suite. Donc je pourrais très bien imaginer faire mon split ici, complètement par du paramétrage, donc par l'extérieur de mon application. Et puis si j'ai des règles métiers qui changent, je pourrais relivrer mes règles métiers sans forcément relivrer toutes mes applications. Donc oui, un monolithe c'est bien, mais ça c'est pas mal non plus. Et puis je peux aussi attendre que ce flux de traitement là il est fini, qui m'est déposé pourquoi pas dans un Redis. J'ai analysé les métadonnées de ce flash à telle date de cette UID là, je les pose ici. Avoir un deuxième événement qui me dit moi j'ai analysé la photo, je la pose là. J'attends, je fais la concaténation des deux. Argo Events est capable de gérer des events multiples, donc d'avoir cette combinaison entre plusieurs événements. Oui, monsieur. Et puis derrière, je procède à de la GED, de la mise sous pli et un envoi par la poste. Donc là, on est sur une application qui est un peu moins de pelleter de l'eau. A priori, ça pourrait se passer comme ça. Et l'avantage d'avoir un Argo Events là-dedans, c'est que déjà, je peux découper en plein de microservices, donc éventuellement enrichir avec de l'AI, avec des choses comme ça. Et puis, un autre événement que j'avais imaginé, c'était de se dire, en fait, si je ne veux pas avoir un méga cluster qui me gère tous les flashs de toute la France, alors je n'ai pas les stats, mais bon, ça peut être un peu énervant, je pourrais très bien imaginer avoir un cluster régional qui va faire une partie du traitement, qui va notifier un cluster national, qui lui va faire une autre partie du traitement, et ainsi de suite. Puisque au final, tout est événement, tout est Argo Events, je peux regarder mon propre cluster, je peux regarder un autre cluster, et je pourrais même envoyer ça sur AWS, même si ce n'est pas très politiquement correct en ce moment. J'ai vu des gens de BPI, ils sont... Coucou. Voilà, j'en ai fini. Je fais la minute pub et il me reste, je ne sais pas combien de temps pour les questions, 5 minutes 7. Donc la minute pub, on est en plein temps fort Cloud Native. On a bâti un parcours de formation pour apprendre à faire du dev Cloud Native. Donc qu'est-ce que c'est que le Cloud Native, gérer ses données, ainsi de suite. C'est la première formation d'un parcours complet où on va un peu plus loin. Donc ça, c'était la première page de pub. Et la deuxième page de pub, c'est « on recrute ». Donc si tout ce dont je vous ai parlé, que ce soit du AWS, du GCP, des events, du Python, des conteneurs, du Cube, si tout ça vous intéresse, normalement, vous trouverez bien ici. On a des petits bureaux qui traînent par là-bas. On aura des locaux sympas bientôt et un peu moins en travaux. Mais voilà. Je vous remercie pour votre attention. Et j'ai 5 minutes pour des questions, si vous voulez. Ouais, Jérôme. Attends, je ramène le micro. Ah, t'as un micro même. C'est la classe. Alors, j'ai beau être chez BPI, en fait, je me demandais s'il y avait un équivalent chez AWS ou s'ils prévoyaient d'en faire sur ce genre d'outils. En fait, chez AWS, tu as Cloud Events, mais qui fait que des événements AWS. Ce qui est en train de se passer, c'est qu'il y a CloudWatch Events, pardon. Il y a une norme qui est en cours de définition sous l'égide de la CNCF qui s'appelle Cloud Events. Tout le monde est en train de tirer un peu pour avoir l'implémentation de référence, bien sûr. Mais quand tu regardes, par exemple, la notification S3, Minio et ainsi de suite, ça, j'ai testé sur AWS, sur GCP et donc sur Minio, c'est la même. Donc tu reçois la même information. Donc ton conteneur qui va télécharger le fichier, il est exactement identique. Les notions d'access key, de secret key, c'est les mêmes pour tout le monde. Donc à partir du moment où tu as un S3, ça c'est déjà standard. C'est à peu près le seul truc qui est standard. Amazon, ils ont... C'est les mêmes standards entre AWS ouais, et sur S3. Sur S3, donc là tu peux le faire. Par contre, sur toutes les files, genre SNS, SQS, MSK, Kafka, tout ça, alors là, c'est la foire d'empoigne. Donc c'est pas encore. Je me demandais autre chose sur les si un event fail, qu'est-ce qui se passe? Alors, tu as des notions de retry. Je ne les ai pas montrées. Sur les webhooks, tu peux faire des retries. Par contre, il n'y a pas de... J'ai pas vu, en tout cas, j'ai pas creusé une notion de fail de la chaîne. C'est-à-dire que s'il n'est pas délivré au bus, il va y avoir un retry. Mais par contre, si le sensor ne l'attrape pas, il n'y a pas de durabilité, quoi.
Donc tu es vraiment sur du one-shot. Tu ne peux pas te dire, bon, j'envoie mes événements et puis à un moment, il y a quelqu'un qui va venir les prendre. Ce que je n'ai pas regardé, c'est comme c'est extensible, si tu te branches par exemple sur une file Kafka qui a plus de durabilité et que tu gères toi-même ton pointeur, peut-être que tu peux le faire. Mais en tout cas, ce n'est pas de base. Ok, merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Vas-y. Bon, merci. Du coup, on est d'accord que pour chaque implémentation d'un connecteur, par exemple le connecteur Redis, va en gros, quand on rajoute un event source, aller se connecter à Redis pour s'inscrire à Redis. Donc il faut déjà que la source soit capable d'envoyer un event. Ouais. D'accord. Et comment ça se passe en prod sur le... Bon, du coup, on a tout un tas d'inscriptions dans tous les sens, et j'imagine qu'on a des chaînes complexes avec des dizaines de pub-sub dans tous les sens. Argo, il gère bien, genre si on perd l'Argo, si on perd l'état de l'Argo lui-même, on se retrouve peut-être avec des dizaines de pub-sub qui sont des inscriptions qui sont plus valables. Comment ça se passe la reprise d'incidents sur ce genre de cas? J'ai jamais testé. Voilà. Sur un cas simple que j'ai vu là, sur le Redis, il déconnecte et il connecte à peu près proprement. Sur un cas complexe, je ne sais pas exactement ce qui se passe quand il reprend. A priori, tes contrôleurs, de ce que j'ai vu dans la conf, tu peux les scaler, donc pour les rendre hautement disponibles. Si tu les plantes tous en même temps, je ne sais pas ce qui se passe. Je ne suis pas sûr que ce soit nickel. Bon, voilà. Il y a un truc à faire, quelqu'un qui va désinscrire tout ça, quoi. Il y a probablement un truc à faire, ouais. Ok, merci. Est-ce qu'il y a une dernière question? Ouais, Emmanuel. Attends, il y a le micro, tu vas te faire attraper, tu sais. La partie filtering sur CloudWatch Event, bon, ça existe et on peut filtrer correctement. Est-ce que là, il y a un niveau de filtrage qui est aussi assez fin comme ça ou... Alors, je me suis bien pris la tête dessus tout à l'heure. En gros, tu peux filtrer au niveau des events, mais avec un truc hyper simple, à base d'expressions régulières. Donc, tu peux filtrer sur, par exemple, ce qui vient du body. Tu vois, là, ce que j'essayais de faire tout à l'heure, c'était GitLab. Si le nom de la ref GitLab égale ce truc-là, alors tu déclenches l'événement. Donc ça, c'est le premier truc, pour avoir moins d'événements qui polluent ton bus. Le deuxième truc, c'est que tu peux avoir des filtres au niveau du sensor. Et là, ils peuvent être vachement plus lourds parce que tu peux combiner plusieurs conditions. Dire, je prends un bout du data body, je regarde qui est le caller, je regarde quel événement a été pris, et tu peux combiner des end et des or. Donc tu peux avoir, alors c'est illisible, c'est-à-dire qu'assez rapidement, ça fait des pâtés comme ça, et c'est très très moche. Mais je pense que tu peux atteindre un niveau assez élevé. Par contre, tu n'as pas tout ce qui est notion par rapport à AWS, tout ce qui va être notion de rôle et ainsi de suite, de dire par qui arrive l'événement et donc qu'est-ce que je récupère dans un rôle, est-ce qu'il a le droit de le faire? Ça, tu l'as pas. Après, alors c'est ça qui est dommage, c'est que tu te dis, je peux le recréer avec mes propres conteneurs, mais tu commences à faire un petit peu de logique événementielle là, un petit peu de logique événementielle là, et tu sais qu'à la fin, à débugger, ça va être horrible. Ce que j'ai pas dit, c'est que oui, avoir un truc comme ça demande une discipline de faire, parce qu'une fois qu'on a 1, 2, 3, 10 événements qui circulent dans tous les sens, alors je peux avoir ma petite UI sympa, hein, mais alors pour reconnecter les points, c'est pas forcément évident. Donc à moins d'avoir un logiciel de tracing intégré, et là bien sûr c'est ce que je recommande, c'est de dire j'ai une trace, je la propage et j'essaye de me le garder sous le coude. Alors pour l'instant il n'est pas intégré nativement à d'autres outils de trace comme Jaeger, OpenTelemetry et ainsi de suite. Je pense que c'est la prochaine étape parce que sinon ça va être compliqué à gérer, quoi. Merci, je passe la main à Jean-Pascal. Bonsoir tout le monde. On va attaquer sur l'observabilité, ou comment percevoir l'état de son SI. Qui je suis Jean-Pascal Thierry, je suis Cloud Native Developer chez WeScale. J'ai plutôt un background de développeur back initialement, et je me suis intéressé après à plus tout ce qui était CI/CD, et puis un peu d'architecture hexagonale, et puis un peu de CQRS, d'event sourcing, etc. On établit des structures et des architectures un peu plus complexes, et puis à un moment on fait un peu de prod et on essaie de comprendre ce qui se passe, et naturellement je me suis intéressé aux problématiques d'observabilité.
Une petite définition de ce que c'est l'obscurité. L'obscurité, ça peut être déterminé comme comment déterminer l'état de son système en interrogeant les entrées et les sorties des composants du système. C'est une définition mathématique, je ne vous la donne pas là, parce qu'elle vous donnera mal au crâne, mais l'idée, elle est de ne pas être intrusif dans les composants et de réellement observer, d'un point de vue externe, les composants pour déterminer leur état. Appliqué à l'informatique, on va rentrer un peu plus dans les détails de comment ça peut se passer. Les données obscurité, globalement, moi je vois ça comme des données, c'est un référentiel aussi. À qui est-ce qu'elles sont destinées? C'est pour moi toutes les parties prenantes du système d'information. C'est pas uniquement destiné à une équipe de production. Ça s'adresse aussi bien aux équipes de réalisation, aux développeurs, aux équipes de plateforme, aux équipes de prod, et éventuellement aux métiers. Et du coup, vu qu'elles doivent pouvoir adresser un ensemble très vaste de personnes, eh bien, ces données d'obscurité ne doivent pas contenir de données sensibles. De l'obscurité, ce n'est pas de l'audit, typiquement. Je vais vous donner quelques cas d'utilisation de ces données d'obscurité. Si je me place du point de vue d'une équipe de réalisation, d'une équipe de développeurs, typiquement, ce que je vais vouloir observer, c'est les impacts des changements que j'opère sur le système. Je sais pas, moi, je suis un data scientist, je fais du targeting de pub et je développe des algos. Je déploie assez régulièrement. Je suis intéressé de voir l'impact du déploiement de mon nouvel algorithme sur les performances du targeting, par exemple. Est-ce qu'on arrive à cibler mieux ou moins bien? Ou, on a changé la manière d'aller interroger la base de données. Est-ce que ça impacte les performances de l'application? Est-ce qu'elle répond plus vite ou moins vite? Est-ce qu'il y a plus d'erreurs ou moins d'erreurs? Ça me permet du coup d'observer le comportement et l'état du système d'information. Et du coup, éventuellement, de prendre des décisions comme rollbacker, si on voit que ça se passe vraiment pas bien. Si je me passe du point de vue d'un gestionnaire de plateforme, moi j'ai besoin de connaître l'état des composants pour savoir s'ils vont bien. Est-ce qu'il va falloir que je rajoute des instances pour éviter des incidents? Est-ce que j'ai une charge qui augmente? Est-ce que j'ai un composant qui est en train de bagoter et qu'il va falloir un petit peu plus regarder ce qui se passe dedans pour éventuellement intervenir, être proactif, éviter les incidents. Éventuellement, quand on a de l'infrastructure à gérer, ce qui arrive encore aujourd'hui, potentiellement d'être capable de faire du capacity planning sur une période un peu plus longue. Et l'objectif pour moi, ça serait non pas de réagir à des incidents, mais éventuellement de les prévenir et d'anticiper ces problèmes. Enfin, j'ai pris un dernier cas, c'est celui du SRE. Lui, ce qui l'intéresse, c'est l'efficacité d'une plateforme. Typiquement, donc il va essayer de s'assurer que les perfs de la plateforme répondent bien, que la charge est en adéquation avec ça rejoint un petit peu quelque part aussi les objectifs du gestionnaire de plateforme. Mais c'est aussi d'avoir une attention plus particulière sur l'efficacité de la plateforme et aussi de réaliser des scénarios de chaos engineering. Pour ceux qui ont déjà suivi quelques meet-up ou sujets sur le chaos engineering, ils le répètent assez souvent, on ne peut pas faire de chaos engineering sans obscurité. Pour rappel, le chaos engineering, c'est de venir casser de manière maîtrisée un bout ou un composant du système d'information et de voir comment le système est résilient, comment est-ce qu'il se répare éventuellement, comment est-ce que les équipes interviennent, et d'en tirer des leçons, de se dire tiens, on aurait pu améliorer, on aurait peut-être pu voir mieux ça. Et si on n'est pas capable d'observer l'état du système, quand on casse un composant, personne ne le voit, et puis personne ne peut intervenir, et le système se casse la figure, jusqu'au moment où il y a un utilisateur qui va venir et dire « Hey, j'arrive plus à me connecter », et là c'est le drame. Donc sans obscurité, pas possible de faire de chaos engineering. Je suis désolé pour le schéma, il n'est pas très beau. Ça, c'est un des modes d'usage qu'on pourra avoir de l'obscurité. J'ai mon rectangle au milieu avec mes trois types de données d'obscurité, qui est le cœur de l'obscurité. Je vais avoir mes composants du SI. Je vais avoir un collecteur qui va venir interroger l'état du composant, le collecter,
injecter ces données dans du stockage de données d'obscurité, et après je vais exploiter ces données d'obscurité. Alors, je peux avoir différents modes d'exploitation de ces données d'obscurité. Je peux avoir des moniteurs qui vont aller déclencher des alertes en cas d'incident, typiquement. Tiens, ce composant-là a un taux d'erreur anormal. Il faut aller regarder ce qui se passe, ça va alerter, et du coup déclencher des actions auprès d'un gestionnaire d'incident, d'une équipe de prod, whatever. Je peux aussi avoir une plateforme d'autorémédiation qui est une plateforme de robot qui va interagir avec ces alertes pour aller éventuellement remédier au problème s'il peut, sur des actions simples. Je sais pas. Et puis voilà. On a aussi l'équipe de réalisation, comme je disais, qui peut être intéressée aussi d'aller interroger ces données d'obscurité pour consulter ces impacts. Alors je parle de ces données d'obscurité, on va rentrer un petit peu plus dans le détail de qu'est-ce que c'est que des données d'obscurité au final. On entend souvent parler des 3 piliers des données d'obscurité. Donc ces 3 piliers, c'est la métrologie, les logs centralisés et le tracing distribué. Donc la métrologie, c'est ni plus loin que des données numéraires historisées dans le tas. Un exemple le plus facile à entrevoir, c'est, je sais pas moi, la consommation CPU sur une machine dans le temps. Donc voilà, ça peut être la RAM, ça peut être des données d'infrastructure, mais ça peut être aussi, comme j'évoquais mon exemple tout à l'heure, le nombre de profils que j'ai réussi à targeter avec mon algo de Big Data. Le deuxième pilier, c'est les logs, qu'on connaît tous, parce que c'est quelque chose qu'on réalise depuis quasiment le début de l'informatique. Même si, malgré son histoire, elle a évolué dans l'obscurité. Typiquement, comme je le disais, on a tendance à mettre beaucoup d'audits dans les logs, ce qui, à mon sens, est une erreur. Les logs, c'est quoi? C'est du texte horodaté, j'insiste sur horodaté. Je veux être capable de savoir quand est-ce que l'événement a eu lieu, et qui comporte des éléments techniques qui permettent de diagnostiquer un problème. Les logs, normalement, c'est la dernière chance pour écrire un événement qui serait mal passé. Si je veux avoir de l'audit, j'ai des outils d'audit, mais des fois, ces outils d'audit ne sont pas disponibles et je ne suis pas capable de leur envoyer les événements. Et pour moi, le log est mon dernier recours pour diagnostiquer un problème. En théorie, quand j'ai des logs, c'est que j'ai un problème. Je résume un peu, mais l'idée est là. Enfin, le tracing distribué, c'est peut-être le pilier le plus jeune, on va dire, et le plus difficile peut-être à mettre en place. Le tracing distribué, c'est la capacité on va déterminer une trace à l'entrée du système qui va être propagée à l'ensemble des composants du système, et je vais être capable de définir le parcours de cette requête dans l'ensemble de mon système. Ça peut être, la requête en entrée peut être un utilisateur ou un autre composant externe, admettons. Mais l'idée, c'est de dire, tiens, si jamais j'ai un site de e-commerce, j'ai un utilisateur dans son navigateur, je vais initier une trace dans le navigateur qui va être propagée auprès du front-end web, du serveur HTTP qui héberge ça, qui va propager une requête d'API à un back-end, qui elle-même va peut-être pousser des événements dans des fils Argo Event, admettons, qui elles-mêmes vont aller interroger tout le système de back-end que vous a présenté Pablo tout à l'heure, et qui va revenir à l'utilisateur à un moment donné. Et je vais être capable du coup de définir tous les composants qui ont été impactés par cette requête. Et ce qui va m'intéresser au-delà de la trace, c'est aussi quelle est la durée qui a été réalisée sur chacun des composants. Et ça permet notamment de déterminer des contentions potentiellement sur tout le système. En théorie, on ne fait de l'obscurité que quand on a ces 3 piliers sur le système. C'est-à-dire que quand on a ces 3 piliers-là, vous avez une visibilité suffisante pour déterminer avec précision l'état de votre système. Je vais vous donner quelques exemples de visualisation de ces données d'obscurité. Donc là, vous reconnaîtrez un board Grafana où on peut observer la consommation CPU et RAM, là, par exemple, c'est ce que je vous disais, c'est une donnée historisable dans le temps. Donc là, on voit l'évolution de la consommation CPU dans le temps d'une des machines. Et juste à côté, ils ont mis, par exemple, le nombre de logging sur leur plateforme, qui est une donnée moins technique. Des logs centralisés, ça je vous fais une copie d'un des logs que j'ai extrait. Donc un log, là on a un log qui est intéressant parce qu'on a le contenu du log, qui est mon texte. Il est horodaté, ça se voit tout en haut parce que j'ai la date qui est clairement définie. Et ce log a été contextualisé avec des données de tag.
on va en reparler juste après, qui me permettent d'enrichir et de faire des recherches approfondies sur les logs. On a cette notion de tag aussi sur les métriques potentiellement et sur les traces. Mais on y reviendra juste après. Sur ces logs, on peut avoir des données enrichies. Typiquement, ça c'est une log qui est issue d'une lambda. Et j'ai des informations qui sont liées à la lambda en elle-même, la RN, la request ID, voilà, tout ce qui pourrait être nécessaire pour rechercher et comprendre d'où vient ce message. Le tracing distribué, donc là ce que je vous ai mis, c'est une capture d'écran de Jagger, qui est un outil de tracing, qui stocke les données, les traces et les spans qui composent une trace. Donc j'ai une trace et j'ai des spans. Un span, c'est un sous-élément de la trace, on va dire. La trace, c'est l'ensemble. Et là, on peut voir que chacune des couleurs que vous avez là, c'est un composant du système qui peut être différent. Là, en l'occurrence, vous ne voyez pas parce que c'est peut-être un peu petit, mais il parle de la front-end, mais il y a aussi un Redis qui est dedans, etc. Donc on est capable de voir la durée, le temps qui a été passé dans chacun des composants et de savoir où est-ce qu'on a passé le plus de temps sur l'ensemble de la requête. En plus d'avoir éventuellement un graphe de chacun des composants et de savoir par où est passée la requête. C'est pour ça qu'on parle bien de tracing distribué. Si je fais du tracing au sein d'un seul composant, c'est pas distribué pour le coup. Et c'est pour ça que tout à l'heure Pablo parlait de la prochaine étape avec du tracing dans Argo Events. Si on est capable de propager des traces dans Argo Events, bah, potentiellement, pour une requête donnée en entrée de la plateforme d'Argo Events, je serais peut-être capable de savoir par où c'est passé, quoi. La seule vraie contrainte, c'est de pouvoir propager. Le pouvoir des trois, bah oui, parce qu'en fait, unitairement, chacune de ces données d'obscurité ou de type de données d'obscurité, la métrologie, la centralisation log ou le tracing, elles sont intéressantes en soi. Elles peuvent apporter déjà un début de visibilité, mais leur réel intérêt, c'est d'avoir les trois en même temps et de les avoir au même endroit. Du coup, c'est important d'avoir un outil de visualisation unique qui permet de consulter l'ensemble de ces données d'obscurité. Alors, je ne vais pas vous mentir, aujourd'hui, il n'y a pas beaucoup d'outils qui le permettent. Si on prend le monde strictement open source, quand on dit graph, on va penser Grafana. Quand on va parler log, on va parler Elasticsearch Kibana. Et quand on va parler tracing, on va parler de Jagger. Mais du coup, j'ai trois outils. Alors, il y a quelques outils plus propriétaires ou payants qui commencent à fournir des solutions de visualisation et de centralisation de stockage de ces données d'obscurité. Des outils en SaaS, des fois. Et on commence à voir certains produits open source réellement investir pour essayer de s'ouvrir aux deux autres piliers qu'ils n'adressaient pas avant. Si je prends Elastic, il s'ouvre de plus en plus au tracing et aux données graphes pour essayer de rendre visibles des données qui ne sont pas que des logs. Si je prends Grafana, aujourd'hui avec Grafana, vous pouvez aussi visualiser des traces et des logs. Alors pour le moment, c'est encore un peu tordre l'outil initial, mais ça commence à... C'est des pistes de réflexion qu'ils ont, et ils essaient de maturer là-dessus. Mais si vous pouvez, essayez d'avoir au mieux un seul outil. Pourquoi aussi, quand vous investiguez sur un incident à 2 h du matin, vous êtes content de ne pas avoir 3 outils à consulter. L'autre intérêt, c'est la corrélation de données. Je viens de voir un log en erreur, j'ai besoin de savoir à quel composant c'est et à quoi est-ce que c'est dû. J'ai un log d'erreur qui me dit que j'ai un out of memory sur mon back-end. Je suis content. Mais pourquoi? C'est quoi la root cause de cet out of memory? Pourquoi? C'est la JVM qui est mal sizée, j'ai eu une montée de charge, j'ai pas assez de composants, j'ai des composants qui sont tombés. Et du coup, j'ai besoin de corréler ça peut-être avec de la métrologie ou du tracing pour voir que j'ai eu des temps de latence sur un des composants back-end plus loin qui se sont allongés, qui fait que j'ai pas eu de back pressure, et moi, mon composant frontal, il a mangé de la charge à cause de l'autre derrière, et puis il a éclaté. Voilà. Donc il faut pouvoir corréler les données d'obscurité entre elles, et pour ce faire, je l'ai évoqué tout à l'heure avec les tags, c'est en qualifiant une donnée d'obscurité avec des tags qu'on va pouvoir les corréler, et dire je vais prendre dans chacun des types de données d'obscurité toutes les données qui sont taguées avec le même service. Par exemple, je peux avoir des tags sur les traces pour dire cette requête-là vient de ce service-là et moi je suis ce service-là, pour avoir bien le lien entre les deux par exemple.
Si jamais j'avais pas mon back pressure, je pourrais peut-être voir ce genre de choses. Donc le tagging, il est super important, et du coup, avoir un seul outil de stockage et de restitution visuelle, excusez-moi, de ces données d'observabilité va me faciliter la corrélation. Si je dois avoir 3 outils pour ça, ça va être compliqué. En général, comment ça se finit quand on a plusieurs outils, c'est « Attends, je crois que le log, il est arrivé à 10h32, regarde les traces à 10h32, et regarde la métrique à 10h32. » C'est compliqué, on passe beaucoup de temps. Alors que si vous avez tout au même endroit, avec les tags, vous allez beaucoup plus facilement trouver l'anomalie. Quelques idées de tags qui peuvent vous faciliter la mise en place. C'est typiquement un tag qui correspond à l'application, le composant. C'est quoi? C'est la base de données, c'est le composant front-end, l'environnement, le service, le host et l'équipe. Le host, les 2 derniers sont un peu plus optionnels. Ça dépend un peu de la taille de l'infrastructure dans laquelle vous êtes. Si vous êtes dans une startup avec 4 développeurs, c'est peut-être pas nécessaire. Si vous êtes sur du full lambda, le host ne vous intéressera pas du tout. Voilà, ça, faut adapter en fonction. C'est que des précaux, des conseils, mais pas du tout obligatoire. Alors, comment est-ce qu'on met en place ça? Comment est-ce qu'on exploite tout ça? Quelques conseils de bonnes pratiques, on va dire. Pour la métrologie, je vous recommande de bien nommer vos métriques. Une métrique, elle définit ce qu'elle stocke et pas le tag qui va avec. Si je prends la consommation CPU, je vais avoir system.cpu.use, mais je ne vais pas avoir system.cpu mamachine.use. Le mamachine, ça va être un des tags. Donc il faut faire attention à ne pas stocker de données qui seraient des détails dans le nom de la métrique, sans quoi vous allez passer votre temps à les renommer, d'une part. Le requêtage va être plus compliqué. Et pour tout ce qui est requêtage, quand vous allez faire des dashboards, quand vous allez faire des alertes, quand vous allez exploiter tout simplement, si vous passez votre temps à changer vos noms de métriques, vous allez passer votre temps à réécrire tout votre outillage qui est derrière. Et c'est pas cool. Comment exposer des données de métrologie? Moi, je précommande, il n'y a pas de réel standard aujourd'hui pour les données d'observabilité, globalement. Il n'y a rien qui est établi qui dit les données d'observabilité, c'est ça. Ça commence à se construire, mais on est encore loin. Du coup, ce que je préconise, moi, c'est d'utiliser OpenMetric, qui est un format qui est issu plus ou moins de Prometheus, finalement. Il est très proche. Donc, si vous connaissez Prometheus, OpenMetric ne vous fera pas peur. Et de plutôt collecter les données de métrologie en pool. C'est-à-dire que ce n'est pas votre composant qui pousse la donnée, c'est un collecteur qui vient récupérer la donnée d'observabilité. Une bonne manière de qualifier si c'est une donnée d'observabilité ou pas, c'est est-ce que mon système d'information a besoin de cette information pour fonctionner? Si c'est le cas, c'est que ce n'est pas une donnée d'observabilité. Votre système d'information doit pouvoir tourner sans la solution d'observabilité. C'est un bon critère en général. Les logs centralisés, donc comme je le disais, ne pas mettre de données sensibles, parce que voilà, ce n'est pas de l'audit. Et puis surtout, l'observabilité ne doit pas... elle est accessible au plus grand nombre, donc voilà. Je ne sais pas si vous connaissez le 12 Factor App, mais je vous recommande d'aller les voir. Il y a 10 ou 15 ans de ça déjà, facilement. Il préconisait de sortir les logs sur la sortie standard, pas sur 40 fichiers. Vous les mettez sur stdout, d'autant plus si vous faites des pods ou du conteneur. Et si possible, essayez de les écrire en JSON. Alors oui, développeur, c'est cool de pouvoir lire en plein texte, mais de vous à moi, ce n'est pas le développeur qui va exploiter majoritairement les logs, c'est le gestionnaire de plateforme, le SRE ou whatever. Et le pousser vos logs au format JSON va vous permettre de plus facilement les enrichir en données contextuelles de votre log. C'est quoi le log level, son timestamp, c'est quelle brique, quel service, quel class name, je ne sais pas. Voilà. Et du coup, ça va faciliter son traitement derrière et la corrélation qui va avec. Pour le tracing distribué, la plupart des solutions vous proposent de faire du sampling sur les traces, parce que les traces à émettre peuvent avoir un coût. Les traces sont généralement en mode push et pas en pull, malheureusement. C'est peut-être la donnée d'observabilité qui est la plus intrusive dans les composants. Alors, la plupart des solutions proposent du push ou push and forget en gros, c'est-à-dire j'essaie de pousser et si j'y arrive pas, tant pis, c'est pas grave. On ne va pas bloquer tout le système pour ça. Mais du coup, ça peut avoir un coût et ils proposent du sampling.
Et des fois, c'est un peu difficile de définir le sampling. Je prends 100% de toutes les requêtes, 10%, 50%. Ouais, même si j'ai 3 appels par heure et que je prends 50%, c'est un peu dommage. Donc il ne faut pas hésiter à calibrer. Les spans, c'est l'unité atomique que j'expliquais. Il ne faut pas hésiter à avoir des spans qui soient pertinents. Il y a un truc qui s'appelle les APM, les Application Performance Manager, qui utilisait du tracing et qui génère de l'auto-instrumentalisation, c'est-à-dire qu'il va générer les spans et les traces pour vous. Mais lui, il va descendre jusqu'à la méthode, et des fois, il va vous créer des spans qui n'ont plus de sens pour vous et qui ne vous intéressent pas. Avec une granularité, vous avez une granularité très très lointaine, très basse, mais qui n'est pas pertinente, qui ne vous intéresse pas. Et quand vous investiguez à 2 h du matin, vous en fichez. Les APM, ils sont très très verbeux et une granularité très fine parce qu'ils font du profiling. Nous, ce qui nous intéresse généralement, c'est pas faire du profiling dans ce cas-là, c'est plutôt de comprendre l'état du système. Donc, il vaut mieux avoir des spans qui soient pertinents. Essayez d'éviter d'avoir des trous dans la trace. Si jamais elle est propagée et que j'ai un des composants, mon message il passe dans une technologie qui ne trace pas, dans ma trace, j'ai un trou. Et du coup, on ne sait pas forcément trop ce qui s'y passe entre les deux. Et c'est compliqué. Alors, c'est pas toujours possible, hein, en fait, mais essayez de faire autant que vous pouvez d'avoir des traces sans trou. Il y a un standard qui a émergé en février 2020 qui s'appelle le W3C, du W3C, qui s'appelle le HTTP Trace Context, qui est un standard qui décrit comment écrire les données de propagation de la trace, l'identifiant de trace et de son span. Il est porté par la plupart des acteurs qui font du tracing aujourd'hui, Jagger, Dynatrace, AppDynamics, je ne sais plus qui, Datadog je crois. Et il y a OpenTelemetry qui a créé un truc pour les tags des traces, donc parce qu'on peut mettre des tags sur les traces aussi, et oui, qui s'appelle les Semantic Conventions. Il propose tout un set de clés avec les valeurs éventuellement associées, qui est super intéressant. C'est une convention, c'est pas un standard. Mais c'est quand même intéressant. Plus globalement, ne pas hésiter à mettre des dates à toutes vos données d'observabilité. Métrologie, log centralisé, tracing. Avoir une politique de tag commune. On met quoi? On met env, environnement, je mets prod, production, PRD, les grands classiques. Ne pas envoyer tout et n'importe quoi. En général, on a tendance à se dire, si j'en vois plus, je pourrais faire moins. Mais le nombre de fois où on me dit, Jean-Pascal, j'ai 10 gigas de log là, sur 2 jours, c'est que des traces, des debugs, des infos, et quand il y a des erreurs, on ne les voit plus, c'est noyé. Soyez pertinent dans ce que vous poussez en termes de données d'observabilité. Encore une fois, ce n'est pas de l'audit. Définir la stratégie de rétention. Les données d'observabilité, en fonction de la taille du système, elles peuvent être plus ou moins d'une taille importante, et surtout la durée dans laquelle vous allez vouloir les garder. Est-ce réellement intéressant de garder une consommation CPU sur 2 ans? Je ne suis pas sûr. 15 jours, pourquoi pas, parce que si jamais il y a eu un incident, qu'il y a une semaine de vacances, j'en sais rien, et qu'on a besoin de comprendre d'une semaine sur l'autre, ça peut être intéressant. Moi, je sais que ça m'arrive d'avoir souvent des métriques où je dis, tiens, je vais calquer la métrique de la semaine dernière, et si jamais j'ai une grosse diff entre la semaine dernière et aujourd'hui, c'est que j'ai peut-être un problème. Pourquoi pas? Mais j'ai pas besoin de 13 mois en général sur ce genre de données. Et plus vous allez voir de la rétention importante, et plus ça va vous coûter cher aussi, hein, même si vous hébergez chez vous. La granularité, c'est, si je reprends mon CPU là, ça peut être intéressant d'avoir une granularité la plus faible possible, d'avoir un point toutes les 5 secondes, ça peut être bien. Par contre, il y a des systèmes, si vous les sollicitez trop, alors, je pense à des équipements réseau par exemple, on peut avoir des métriques sur de l'équipement réseau, sur sa bande passante, le nombre d'IO qui sont rentrés-sortis sur l'équipement réseau. Par contre, si l'équipement réseau, je le sollicite toutes les 5 secondes pour lui demander combien il a envoyé, je vais finir par impacter ses performances. Et du coup, j'ai plus une observabilité qui n'est pas intrusive. Donc il faut faire attention à ça et avoir une granularité qui soit la plus petite possible sans pour autant impacter les perfs. Avoir un point sur le nombre de commandes toutes les heures, par exemple, sur un site de e-commerce, c'est peut-être un peu trop large du coup. Parce que si jamais il se passe quelque chose, il va falloir que j'attende 1 heure avant de m'en apercevoir. Et enfin, les données d'observabilité ne doivent pas interférer sur le système, typiquement sur l'exemple que je viens de donner sur l'équipement réseau ou autre.
Moi, j'ai déjà vu des cas où on avait des sondes qui interrogeaient toutes les minutes le système pour remonter tout un set de métriques, et elles prenaient 100% de CPU toutes les minutes. Bon, dommage. Enfin, si vous voulez des bons indicateurs sur ce que vous pouvez mettre comme type de données d'observabilité, je vous oriente vers les 4 signaux d'or qui ont été définis dans le bouquin SRE de Google, entre autres. Ils en parlent plutôt bien. Et qu'on peut appliquer à la plupart des composants d'infrastructure, à savoir la latence du composant. Typiquement, sur un serveur HTTP, ça va être la durée d'une requête HTTP moyenne, on va dire, ou le 99 percentile. Le trafic, le nombre de requêtes qu'il reçoit. Son taux d'erreur, c'est quoi le nombre d'erreurs que j'ai 500 sur la volumétrie totale des requêtes qui ont été passées. Et est-ce qu'il est en train de saturer ou pas? Là, typiquement, si je devais parler de saturation, je parlerais peut-être plus d'un disque dur avec son taux de remplissage. Ces 4 signaux d'or, en général, sont applicables à peu près à tous les composants d'un système et sont assez bien pour vous définir vos premiers indicateurs d'observabilité sur l'état d'un composant. Vite fait, comment mettre en place l'observabilité quand vous n'en avez pas du tout, voyez-le comme un produit. N'hésitez pas à intégrer les parties prenantes et à leur demander où sont leurs points de douleur. Qu'est-ce qu'ils aimeraient voir dans l'état de leurs composants? Voilà. C'est vos principaux personas et il ne faut pas hésiter à les solliciter pour leur demander. En tant que développeur, on a souvent un biais sur l'observabilité qu'on aimerait voir en place. Et une fois qu'on a mis nos 4 métriques à nous, on s'aperçoit que l'utilisateur final, il s'en fiche, que l'exploitant, il s'en fiche aussi, et que lui, il aura besoin d'autre chose. Donc, ne pas hésiter à prioriser par point de douleur. En général, ça marche plutôt bien. Ça ne sert à rien d'essayer de tout mettre, de mettre l'infrastructure, le middleware, l'applicatif, et puis aussi de mettre la centralisation des logs, la tracing et la métrologie tout en même temps. Ça marche rarement. Ne pas hésiter à y aller étape par étape. Le plus simple, en général, c'est les logs, parce que c'est quelque chose qui est assez répandu et exploité depuis longtemps. Le plus dur, c'est de leur faire comprendre qu'il ne faut pas mettre de données sensibles dedans. Après, la métrologie, ça vient plutôt facilement. Le tracing étant généralement plus compliqué, parce que c'est ce qu'il y a de plus jeune dans les solutions d'observabilité aujourd'hui, et que c'est encore en train de maturer. D'accord, il y a OpenTelemetry qui est en train d'émerger, mais c'est encore jeune. Voilà. Donc c'est ce qu'il y a de plus dur à apprendre, on va dire. Et surtout, soyez toujours le moins intrusif possible. On observe de loin, d'accord? On n'est pas censé impacter le composant. Il y a d'autres sources aussi, je parlais de points de douleur. En général, les incidents de production sont de très très bons indicateurs et de très bonnes sources d'informations pour savoir ce que j'ai besoin de mettre comme observabilité. En général, on fait des post-mortem, et dans le post-mortem, à un moment, on dit qu'est-ce qui s'est bien passé quand on a fait un incident, qu'est-ce qui s'est mal passé, et qu'est-ce qu'on aurait pu faire pour éviter que ça se reproduise. Et dans ce qu'on aurait pu faire, c'est, vous entendrez des fois des phrases du genre « Tiens, si on avait vu que la consommation CPU de ce composant-là avait augmenté, on aurait peut-être pu comprendre que ça se passait pas pour lui, qu'il fallait le scaler, par exemple. » Et du coup, quand ils disent « Tiens, si on avait vu bah, », c'est qu'il manquait une donnée d'observabilité, typiquement. Et que là, vous pouvez mettre en place la collecte et les moniteurs qui iront avec. Surtout quand il y a un incident avec plusieurs routes causes. Vous savez, le concours de circonstances qui fait que le truc s'est cassé la figure. Bon, ben, là, l'observabilité, vu que vous avez tout qui est centralisé, vous allez pouvoir observer les deux comportements et vous dire, tiens, quand on corrèle les deux, on voit que là, ça s'est mal passé. Et plus tard, ben, vous mettez un moniteur sur ces deux événements-là. Encore une fois, évitez d'influencer vos composants, que ce soit en termes de place, en termes de perf, mais aussi de mise en place. Poussez des logs en OpenTelemetry, ou en OpenMetric, pardon. C'est plus ou moins un standard. Quelle que soit la solution derrière que vous choisirez derrière, ça n'impactera pas trop votre équipe projet et vos composants techniques que vous développez. Mettre des logs sur stdout et en JSON, une fois que c'est fait, il n'y a plus d'impact. Vous pouvez changer toutes vos solutions derrière d'observabilité, ce n'est pas un souci. Et ce n'est pas trop dur à mettre en place. Ça ne demande pas un effort surhumain. Il y a le tracing qui est le plus intrusif, on va dire. Et encore, avec des standards comme, des solutions comme OpenTelemetry, vous pouvez vous abstraire de la solution de back-end de stockage ou de visualisation que vous aurez derrière. Ils auront un effort à faire pour écrire les spans, mais une fois que c'est fait et ce n'est pas trop intrusif. Une des architectures possibles, c'est d'avoir un composant, le collecteur. Si votre système est assez conséquent, d'avoir un concentrateur
pour aller stocker la donnée et après d'avoir vos outils de visualisation. Je vais revenir pour les questions. Juste pour finir, effectivement, les temps forts. En ce moment, on est en plein cloud native. Donc n'hésitez pas, on a des formations. On a un centre de formation qui lance une nouvelle formation en mode starter qui se déroule sur une journée. Et comme vous pouvez le voir, il y a un chapitre sur l'obscurité. Donc n'hésitez pas à nous solliciter, ça serait cool. Et enfin, si le sujet vous intéresse et que vous voulez creuser plus ou travailler sur ce genre de sujet, n'hésitez pas, on recrute. Donc si vous voulez, c'est le moment pour les questions. Je suis à peu près dans les temps. Est-ce qu'il y a des questions ? Tu nous as parlé du coup de log, tu nous as parlé d'audit. Comment tu différencies les deux et qu'est-ce que tu utilises comme outil du coup pour l'audit ? Alors, si je prends un cas concret, ça va te parler. Je prends un site de e-commerce qui vend des chaussures. Ce qui va m'intéresser dans mes données d'obscurité, ça va être le nombre de commandes. Par contre, dès que je vais vouloir m'intéresser au détail de la commande, c'est quoi son montant ? C'est quoi la référence de la chaussure? Qui a commandé? Ça, c'est de l'audit. C'est de l'audit et ou ce qu'on appelle aussi du back-office. Et là, on est clairement plus dans l'obscurité. Et les outils pour l'audit, alors ça dépend. Soit tu veux savoir qui a fait quoi, comment. Et là, tu as des outils de sécu qui le font, hein, des SIAM, etc., typiquement, et qui sont des outils dédiés à ce genre d'audit. Soit c'est du back-office, et là, j'ai envie de te dire, c'est presque des outils qui sont spécifiques et dédiés à ta solution. Parce que dans mon cas de mon site de e-commerce, mon back-office, il va être plutôt orienté métier pour les gens qui vont suivre les commandes. Donc ça fait partie de la solution, on va dire. Je ne me vois pas dire à un commercial d'aller voir les lignes de log pour savoir ce qui a été commandé par Olivier en termes de chaussures hier matin, quoi. Donc il faut, à partir du moment où on s'intéresse aux détails des données métiers de ce que je véhicule, on sort de l'obscurité. Quand on est plutôt dans la masse, c'est quoi le nombre de commandes à un instant T? On peut considérer ça comme une donnée d'obscurité. Parce qu'elle ne me permet pas d'avoir de détails métiers sur les entités métiers de ta solution. Ok, mais la masse, ça va être plutôt des métriques du coup, c'est ça? Là, je parle de métriques, mais ça serait aussi vrai pour les logs. Alors les logs, dans les logs, pour moi, je ne devrais avoir que... C'est le dernier recours, comme je le disais tout à l'heure, le dernier recours que j'ai quand j'ai un problème technique. Mon composant n'arrive pas à se connecter à la base de données, je vais écrire un log pour dire je n'ai pas réussi à me connecter à la base de données avec telle URL, par exemple. Mais c'est un log technique, quoi. C'est une stack trace, c'est stack trace d'erreur. Je ne devrais quasiment pas avoir de log en dehors de ça, quoi. Ok. Du coup, tout ce qui est log de debug, log d'info, c'est des choses qu'on doit dégager? Ça, les logs de debug, c'est pour les environnements en production, à la rigueur. Mais pas en prod, on est d'accord? Donc je sors de mes cadres d'usage d'incidentologie, etc. Là, on n'est plus sur le développeur qui tâtonne et qui cherche à comprendre comment est-ce qu'il a codé. Même si, dans l'absolu, de vous à moi, aujourd'hui en développement, on a des tests unitaires, des tests d'intégration, des débuggers sur ma machine qui me permettent de comprendre ce que fait mon code. Débugger par les logs, c'est pas une très bonne pratique. Bon, je dis pas qu'on le fait jamais, hein, mais dans l'absolu, c'est pas une pratique que j'encourage. Voilà. Et c'est pour ça qu'il y a des niveaux de log aussi. Donc, pareil, les logs d'info, c'est des choses qu'on ne devrait pas voir? Ouais. J'en mets très très peu. Les rares logs d'info que je mets, c'est tiens, je viens de monter mon serveur avec telle version de librairie, par exemple. Ou moi-même, je suis dans telle version. À la rigueur. Mais j'ai très très peu de logs d'info. Ok, merci. Je travaille sur AWS et j'ai une application qui est full serverless et événementielle. J'ai trouvé des outils pour faire pour gérer mes métriques et gérer mes logs, mais est-ce qu'il y a quelque chose pour du tracing qui serait déjà intégré dans AWS? Oui, tu as un truc qui s'appelle X-Ray. Alors j'ai vu, mais en fait, de ce que j'ai vu, ça me permet justement de savoir combien de temps a passé ma lambda dans chaque truc, mais ça ne me permet pas de suivre mon événement. Est-ce que je l'ai juste mal configuré ou est-ce que ça peut me permettre de suivre un événement composant par composant? J'ai pas exploré X-Ray très loin. Côté tracing, on va être très clair.
Moi, j'avais juste regardé la partie API Gateway dans ma Lambda pour récupérer la trace qui était initiée par l'API Gateway dans ma Lambda. Je n'ai pas regardé encore si je pouvais récupérer le tracing jusqu'à une base RDS, par exemple. Et est-ce que ça se propage bien dans tous les composants? Donc je ne pourrais pas te dire si... Voilà. Mais côté AWS qui pousse, c'est X-Ray. Donc j'ai envie de te dire, a priori, tu as ça. Ok, merci. En fait, dans X-Ray, il instrumente un certain nombre de choses, mais tu n'as pas de notion d'agent, comme tu peux avoir avec des APM classiques. Donc tu es obligé de passer par le SDK pour instrumenter tous tes appels. Donc c'est vachement plus... Enfin, si tu veux rester à la surface, ça marche très bien. Si tu veux instrumenter finement et suivre ta trace, bah, tu es intrusif. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui. Non, c'est amusant ces histoires de niveau de debug, j'aimerais bien revenir dessus, effectivement. Nous, on a vraiment le cas, et je pense que, je me demande si c'est pas un peu partagé ici, j'ai l'impression en tout cas que c'est partagé. Moi, j'ai mes développeurs, de base, en production, il y a le mode debug activé, j'ai 1 milliard de logs par jour qui sortent. Voilà. Littéralement, 1 milliard. Et ils me disent, mais moi, je veux pas enlever mes lignes de log, je veux pas... Si jamais il y a un problème un jour et qu'on se rend compte dans 2 semaines, je veux avoir mes logs, ou dans 6 mois, je veux savoir tout ce qui s'est passé. On n'est pas dans de l'audit. On est dans du debug pur. Oui, mais j'arrive pas à dire à mes développeurs, arrête tes conneries. En fait, là, on essaie d'avoir l'état des composants à un instant T, uniquement au travers des logs. Et du coup, il te manque ta métrologie. Ah non, évidemment, on n'a pas mis en place le stressing, donc on va séparer une bonne partie. Mais cependant, qui a fait quoi à tel moment, il s'est passé ça avec tel... Ça, c'est l'audit. Ben ouais. Mais on peut pas auditer. Enfin voilà, se mettre à stocker, c'est pareil. De toute façon, ça va terminer dans Elasticsearch, donc techniquement, c'est la même chose. Quand j'ai besoin de faire de l'audit, en général, ça se rapproche souvent d'une plateforme événementielle, et moi, je pousse dans une solution événementielle. Typiquement, je vais pousser mes events dans un Kafka, et après, j'ai des outils qui vont aller inspecter pour savoir qui a fait quoi. Les archiver, les stocker, mais je fais l'effort de le mettre en place. Et oui, on a tendance à être très feignant et à vouloir tout pousser dans les logs, mais c'est pas magique. Et le problème, c'est que dans ton milliard de lignes de logs qui sont poussées, quand il y a un problème, c'est noyé. C'est noyé, ça coûte cher en stockage, et au final, en termes d'investissement, je pense que c'est plus intéressant d'avoir une vraie solution d'audit que de se dire on va naïvement pousser dans les logs et se dire que ça va aller. Quand on commence un projet, pourquoi pas, mais quand il commence, c'est une dette qu'on achète et qu'un jour il faut racheter, quoi. Et puis on attend, et comme toute dette technique, ça coûte cher, on va dire. Donc, s'ils ont besoin de savoir qui a fait quoi, c'est de l'audit, et ça part dans une file qui est à part, quoi. Parce que le problème, c'est que le jour où il y a un incident, vous risquez de passer à côté, quoi. En plus des coûts que ça représente. Alors, le fait est que ça marche bien, c'est juste que ça coûte cher. On arrive vraiment à avoir les problèmes au moment où ils arrivent, on n'est pas du tout noyé, mais cependant, effectivement, ça coûte une fortune. Et l'audit, on l'a déjà par ailleurs, c'est ça, mais c'est vraiment... voilà, je ne sais pas s'il y a d'autres personnes qui ont ce problème ici. Après, il y a souvent un cas... Ce qui est intéressant avec l'observabilité, c'est que ça oblige aussi à désilluter les systèmes d'information et les organisations. Aujourd'hui, on arrête d'avoir une équipe de prod qui est la seule détentrice des données qui sont sur la production. Et typiquement, alors je ne dis pas des données métiers, hein, d'accord, des bases de données avec les comptes, etc. Ça, on est d'accord, autant que ça reste pas à la main des devs, c'est pas plus mal. Moi-même dev, j'évite, hein, ça m'évite de faire des bêtises en prod. Mais de savoir dans quel état sont mes composants, c'est quand même chouette, et ça permet, quand il y a un incident, de mettre tout le monde autour d'une table et d'avoir plusieurs personnes avec chacun leur point de vue. Moi, j'ai le point de vue de la prod, de l'infrastructure, moi je suis développeur avec l'appli, et on a tous accès aux mêmes données, donc du coup, on peut tous investiguer. On peut tous chercher, et on est plus efficace à 10 que tout seul dans son coin à 2h du mat. Et du coup, le fait de devoir désiloter l'information, ça désilote aussi cette responsabilité de la donnée et de se dire c'est à moi, quoi. Et du coup, typiquement, dans le cas que tu m'évoques, c'est souvent, moi je mets le debug parce que j'ai accès au log, par contre, j'ai pas accès à l'audit. C'est pas le cas ici, mais ça pourrait, effectivement. Ce qui se passe on est du DevOps, donc c'est les devs qui gèrent la prod. Ça marche bien, hein. Merci. J'ai une question pour tout le monde, du coup. Il y en a combien, levez la main, ceux qui se sont retrouvés avec des channels d'alerte et qui n'ont pas vu une alerte popée importante parce que vous vous êtes fait spammer?
Bon, pas tant que ça, si la moitié à peu près. Est-ce que l'un d'entre vous, ou toi Jean-Pascal, vous avez des tips ou peut-être sur la manière de travailler, sur comment éviter de se retrouver dans ces situations? Alors, l'alerting est un cas d'usage de l'observabilité. Et je sépare généralement vraiment l'observabilité de son usage. Parce qu'on adresse, on adresse des besoins qui sont légèrement différents. L'alerting, l'aspect exploitation de prod, elle est dédiée aux besoins de la prod et elle va s'appuyer sur l'observabilité pour ça. De la même manière que si je veux mettre du chaos engineering, c'est des outils et des besoins qui vont reposer sur les outils sur la donnée d'observabilité, mais qui vont avoir leurs propres outils. L'alerting et la pertinence de l'alerting, elle peut passer par déjà bien définir les moniteurs que je veux surveiller. Un piège à éviter, c'est le moniteur générique. J'ai 2000 machines, je vais mettre un moniteur sur, si jamais la consommation CPU passe 50%, je lève une alerte. Ouais, sauf que j'ai la moitié du SI, c'est des big data scientists. Ils ont des process qui tapent à 95% de CPU parce que ils ont une Ferrari, ils s'en servent. Ils ne mettent pas le frein à main. Et du coup, j'ai des alarmes qui sonnent et on dit « ouais, non mais c'est normal ». Alors il n'y a rien de pire que les erreurs normales. D'ailleurs, il n'y a rien de pire aussi que les logs normaux en erreur. C'est un log d'erreur, c'est normal. Il y a une stack trace, c'est normal. Non, on est d'accord. Les faux positifs, c'est une catastrophe pour l'alerting. Premier step en général qu'on met, c'est les logs, les mails, parce que c'est facile. Mais ouais, on se retrouve vite noyé. Les channels de messagerie, ça peut être pas mal aussi, mais ça peut être compliqué. Et après, faut assez vite, on arrive assez vite sur des outils dédiés à de la gestion de prod et de la gestion d'incidents avec de la gestion d'escalade. Type, je sais pas moi, un Opgenie, tu vois, qui va être capable de dire, tiens, si j'ai ce problème-là avec cette priorité-là, j'envoie à cette personne-là, s'il n'y a pas d'action pendant X temps, alors j'escalade à telle ou telle personne, tel groupe. Et tu grossis le groupe au fur et à mesure. Mais ça nécessite d'avoir de toute manière, dans tous les cas, un monitoring qui est pertinent. C'est-à-dire des alertes qui sont définies de manière pertinente. Et c'est pour ça que j'encourage vraiment à s'appuyer sur les post-mortem, parce que tu as toujours des cas qui sont pertinents. Ce n'est pas de la fibulation, c'est vraiment arrivé. Donc quelque part, ça peut se reproduire. Donc on est d'accord que c'est pertinent de surveiller ça, quoi. Donc pas hésiter à être pertinent et à construire gentiment le système d'alerting, quoi. Construire et déconstruire. Ouais. Merci. Ça veut dire aussi qu'il ne faut pas trop chercher à anticiper sur les cas d'erreur qu'on doit rencontrer. Il faut apprendre en post-mortem. Alors la question c'est est-ce qu'on peut essayer d'anticiper ou pas les cas d'erreur. S'il y a des choses qu'on peut essayer d'anticiper, typiquement si je prends un composant d'API Gateway quelconque, si j'ai 80% de mes requêtes qui sont à 500, on est d'accord que globalement c'est qu'il y a un problème. Mais oui, il y a des choses qu'il vaut mieux éviter. Par exemple, je me suis très rapidement refusé à mettre des alertes sur la consommation CPU, sur le taux de remplissage d'un disque. 95% d'un disque occupé, c'est peut-être normal, parce que le disque il fait 30 Tera, et qu'il y a encore quand même beaucoup de place sur 10% de 30 Tera, et que ça lui suffit peut-être en fait, pour fonctionner, on va dire. Donc, bon, il y a des choses qu'on peut anticiper, mais il faut faire très attention. Et dès qu'on voit qu'on a eu des faux positifs, se dire, ok, c'était peut-être pas la bonne idée, et revenir en arrière et faire ça mieux, on va dire. Très bien. Mais écoutez, je vous propose qu'on passe à la suite, du coup. Merci Jean-Pascal. Du coup, je pense qu'on peut l'applaudir. Du coup, moi, je vais clôturer rapidement. Merci à tous d'être venus pour ce premier meet-up dans nos nouveaux locaux. Et la semaine prochaine, il y a encore un meet-up le jeudi 31 pour clôturer en fait notre mois dédié au Cloud Native. Et ça sera sur Dev Environment as a Service avec Ismaël Omani. Et ce soir, je vous propose, du coup, il y a un buffet derrière vous avec boissons, pizza, tout ce qu'il faut pour discuter, échanger. Merci beaucoup. Bonne soirée.